Regarde-toi. Inutile comme épouse et sans valeur comme femme. Tu crois vraiment que je vais t'emmener dans mon avenir à 200 millions de dollars? Dégage de ma vue. Ces mots venimeux furent crachés par son mari le lendemain même de l'obtention d'un contrat massif. Aucune gratitude pour les années où elle l'avait soutenu. Aucune compassion pour la femme qui avait autrefois nourri ses rêves. Il la jeta dehors comme un déchet. Son fauteuil roulant abandonné dans le froid, sa dignité écrasée sous son rire. Elle resta assise là, tremblante, son corps faible, son cœur saignant à chaque mot qui résonnait dans son esprit. Pour lui, elle n'était rien d'autre qu'une coquille brisée, un fardeau trop lourd pour sa nouvelle vie. Mais le destin a une façon de transformer la moquerie en deuil. Des mois plus tard, le même homme qui l'avait jeté à la rue revint en rampant, suppliant aux pieds de la femme qu'il pensait ne jamais se relever. C'est l'histoire d'une épouse handicapée jetée dehors avec cruauté et du revirement qui le laissa détruit. Et aujourd'hui, elle est racontée par moi. Bonjour la famille, bienvenue de retour. Avant de commencer, j'ai une petite demande sincère. S'il vous plaît, abonnez-vous. Votre soutien est ce qui maintient ces histoires en vie. Chaque fois que vous cliquez sur ce bouton, vous nous aidez à partager des voix qui seraient autrement oubliées et des histoires qui méritent d'être entendues. Et dans les commentaires, dites-nous d'où vous regardez. Parce qu'ensemble, nous ne racontons pas seulement des histoires, nous gardons l'espoir en vie. C'était un lundi matin quand Vanessa Miller roula dans la cuisine, fredonnant doucement. La lumière du soleil inondait les fenêtres, traçant des lignes dorées sur les comptoirs en marbre. Elle aimait ce moment de la journée, calme, immobile, plein de promesses. L'odeur du café frais emplissait l'air, et le doux cliquetis de ses roues sur le sol résonnait dans le silence. Derek n'était pas encore levé. Il avait une grande réunion cet après-midi, celle qu'il poursuivait depuis 3 ans, un contrat gouvernemental valant 200 millions de dollars. Vanessa avait prié pour cela chaque soir pendant des mois, restant éveillée à fixer le plafond tandis que la douleur traversait son dos. Elle jeta un œil à l'horloge. 7h43. Elle versa son café comme il l'aimait. 2 sucres, une crème, et le posa sur le comptoir. Puis elle revint à brouiller les œufs. Ses mouvements étaient pratiqués et lents. Ses jambes ne fonctionnaient pas, mais ses mains oui. Et son cœur battait encore pour l'homme qu'il avait autrefois appelé son miracle. Elle n'entendit pas Derek descendre jusqu'à ce que sa voix grave remplisse la pièce. « Bonjour » marmonna-t-il, la regardant à peine. Vanessa se tourna avec un sourire chaleureux. « Ton café est sur le comptoir. » Il en prit une gorgée, hocha la tête et attrapa son téléphone. « Pas de baiser, pas de merci. »« Tu es nerveux ?» demanda-t-elle doucement. Il haussa les épaules. « Pourquoi le serais-je ? Je l'ai. » Vanessa rit légèrement. « C'est l'esprit. Tu as travaillé dur pour ça, chérie. » Derek lui jeta un regard rapide, mais ses yeux ne s'attardèrent pas. « Ouais, je l'ai fait. » Les mots piquèrent un peu. Elle les balaya. Peut-être était-il juste stressé. « J'ai pensé, » dit-elle en roulant plus près. « Si l'affaire passe, peut-être que je pourrai enfin ouvrir ce centre de rééducation dont je t'ai parlé. Tu sais, pour les femmes avec des blessures comme la mienne. J'ai même trouvé quelques emplacements. Rien de trop cher. » Vanessa, interrompit Derek. Ne sautons pas aux conclusions. D'accord. Je dis juste. J'ai dit, pas maintenant. Il posa sa tasse un peu trop fort. On ne peut pas faire ça sur toi pour une fois. Vanessa se figea. Elle cligna des yeux, puis força un sourire. Bien sûr, je ne le voulais pas comme ça. Il ne répondit pas. Il attrapa juste ses clés, vérifia sa montre et se dirigea vers la porte. Avant de partir, il se tourna. Ne m'attends pas. Si ça se passe bien, Trevor et moi pourrions sortir boire un verre. Et puis il était parti. Vanessa resta assise là, le silence s'abattant comme une vague. Les œufs sur la cuisinière commençaient à brûler. Plus tard ce soir-là, elle resta près de la fenêtre, regardant les phares défiler. Minuit vint et passa. Aucun signe de Derek. Elle n'envoya pas de texto, n'appela pas. Elle savait mieux maintenant. À 2h18, la porte s'ouvrit. Derek entra, sa cravate desserrée, sa chemise froissée, et l'odeur de whisky le suivant comme une ombre. Il la regarda droit dans les yeux,
assise là dans le noir. Il ne sourit pas. Tu l'as eu? Demanda-t-elle doucement, à peine capable de cacher l'espoir dans sa voix. Il fit une pause, puis lui fit un signe de tête lent et fier. On l'a eu, dit-il. Vanessa tapa dans ses mains. Oh mon Dieu, Derek, chéri, c'est incroyable. Je suis si fière de toi. Il ne la serra pas dans ses bras. Ne s'assit même pas à côté d'elle. Au lieu de cela, il passa devant elle vers la cuisine et se versa un autre verre. Vanessa le suivit des yeux, son sourire s'effaçant lentement. Je savais que tu l'aurais. J'ai toujours cru en toi. Il s'appuya contre le comptoir et prit une longue gorgée. Puis il la regarda. Vraiment. Et quelque chose dans ses yeux avait changé. Tu as toujours cru en moi, dit-il platement. Elle hocha la tête, confuse. Il rit amèrement. Exact. Parce que c'est ce dont j'avais besoin. De la croyance, pas de l'action. Vanessa cligna des yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Derek posa le verre et s'approcha, son ton plus froid maintenant. J'avais besoin d'une partenaire, Vanessa. Pas de quelqu'un coincé à la maison à écrire des journaux et à rêver de centres de rééducation. Son estomac se tordit. Ce n'est pas juste. J'ai été là pour tout. J'ai abandonné ma boutique, mes économies. J'ai aidé avec tes pitch decks, cuisiné pour tes réunions, et qu'est-ce que j'ai eu? Il claqua. Une épouse qui ne peut même pas se tenir à côté de moi sur le podium sans chaise. Tu crois que c'est l'image dont j'ai besoin maintenant? Le silence entre eux était tranchant. Vanessa déglutit difficilement. Tu ne le penses pas. Il rit, ne le pense-je pas. Et avec ça, il monta les escaliers et claqua la porte. Vanessa resta assise là longtemps, les mains tremblantes sur ses genoux, se demandant quand l'homme qu'elle avait épousé avait disparu. 3 jours passèrent. La maison devint plus calme, plus froide. Derek lui parlait à peine sauf quand il avait besoin de quelque chose. Les appels de reporters commencèrent à arriver. Son visage était à la TV. Les sites web d'affaires l'appelaient un mogul en pleine ascension. Lena envoya un texto à Vanessa disant « Il cartonne. Tu dois être si fière. » Vanessa ne répondit pas. Un vendredi matin, Derek descendit vêtu d'un nouveau costume sur mesure. Elle le complimenta, mais il ne répondit pas. « On peut parler plus tard ?» demanda-t-elle alors qu'il se dirigeait vers la porte. Il fit une pause. « Je ne pense pas, » dit-il. « J'ai des choses à gérer. »« Derek, qu'est-ce qui se passe ?» Il se tourna, les yeux aiguisés. « Ce qui se passe, c'est que je construis un empire, Vanessa. Et je n'ai pas besoin de quelqu'un qui me tire vers le passé chaque fois que j'essaie d'avancer. Je suis ta femme pour l'instant. » La porte claqua derrière lui. Cette nuit-là, Vanessa pleura jusqu'à s'endormir. Mais la nuit suivante, la vraie tempête frappa. Vanessa se réveilla froide. Pas à cause du temps, mais parce que la maison semblait vide. Elle regarda autour d'elle et remarqua quelque chose d'étrange. La montre de Derek avait disparu de la table de nuit, sa valise aussi. Elle jeta un œil à l'horloge. 3h12. Elle roula hors de la chambre et se dirigea vers l'avant de la maison. Le couloir était sombre, calme. Elle tourna le coin et s'arrêta. Derek se tenait près de la porte avec Trevor. Les 2 hommes avaient des sacs à la main. « Où vas-tu » demanda Vanessa, sa voix encore endormie. Derek regarda par-dessus son épaule comme si elle était un inconvénient. Trevor siffla bas. « Mec, c'est froid. » Vanessa plissa les yeux. « Qu'est-ce qui se passe ?» Derek soupira comme s'il avait été forcé dans une conversation qu'il ne voulait pas avoir. « Écoute, Vanessa, je ne prévoyais pas de le faire comme ça, mais j'ai pris une décision. » « Une décision sur quoi ?»« Nous, » dit-il. « Ce mariage, cette situation. » Vanessa se figea. « Tu plaisantes. » Derek s'approcha. « Non. J'ai porté ça assez longtemps. J'ai un avenir à construire, et je n'ai pas besoin de poids mort qui me retient. » Son cœur cognait dans sa poitrine. « Poids mort. Tu m'as entendu. » Les larmes se formèrent, mais elle les retint. « Je t'ai donné tout, Derek. Je suis resté quand personne d'autre ne l'a fait. Je t'ai nourri, financé, protégé ton nom, sacrifié ma santé et mon entreprise.
Il la coupa avec un rire. Tu as fait tout ça parce que tu n'avais rien d'autre. Ne le peins pas comme un acte noble. La voix de Vanessa tremblait. J'étais ta femme. Tu étais mon ancre, cracha-t-il. Et pas le genre qui maintient un navire stable. Le genre qui le noie. Trevor se tortilla mal à l'aise. Mec, peut-être que tu devrais te taire. Derek claqua, puis se tourna vers Vanessa. Tu ne cadres pas dans la vie que je construis maintenant. Tu n'y appartiens pas. Elle secoua la tête, stupéfaite. Je suis restée avec toi quand personne ne croyait en toi. Je me suis même blessée en te sauvant. Et c'est exactement le problème, hurla-t-il, laissant enfin tomber le masque. Tu as utilisé cet accident pour me culpabiliser pendant des années. J'en ai marre. J'en ai marre de toi. Elle sentit sa gorge se serrer. Qu'est-ce que tu dis? Il se pencha près, voix basse et amère. Regarde-toi. Inutile comme épouse et sans valeur comme femme. Tu crois vraiment que je vais t'emmener dans mon avenir à 200 millions de dollars? La bouche de Vanessa s'ouvrit. Les mots lui coupèrent le souffle. C'était comme si le sol s'était effondré sous elle. Si seulement elle pouvait se tenir dessus. Trevor détourna le regard. Même lui ne pouvait pas prétendre que c'était trop loin. Derek se tourna et ouvrit la porte. Puis, sans avertissement, il attrapa les poignées de son fauteuil roulant et la roula sur le porche avant. Derek, attends. Qu'est-ce que tu fais? Tu trouveras, dit-il froidement. Il la laissa là. Pas de chaussures, pas de téléphone, pas de sac. Juste l'air froid de la nuit et le bruit de la porte luxueuse se fermant derrière elle. Elle resta sur le porche, tremblante. Des voitures passaient au loin. Quelque part, un chien aboyait. Sa chemise de nuit collait à ses jambes dans la brise, mais son corps était engourdi. Comment en était-on arrivé là? Elle l'avait aimé vraiment, farouchement, et il l'avait jeté comme un déchet. Les minutes passèrent, puis les heures. Ses doigts devinrent engourdis. Ses yeux fixaient la rue sans expression. Et pourtant, quelque part en elle, enfouie sous l'humiliation et la douleur, il y avait une petite étincelle d'autre chose. Pas d'espoir, pas encore, mais de la colère. Le genre de colère qui ne crie pas. Le genre qui attend. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, nous serions ravis que vous rejoigniez notre communauté en cliquant sur le bouton s'abonner. À travers nos histoires, nous construisons l'espoir et donnons un avenir aux enfants et aux femmes qui ont été maltraités partout dans le monde. Motivez-nous en vous abonnant et en activant votre cloche de notification pour ne jamais manquer une histoire qui compte. Dites-nous aussi dans les commentaires d'où vous regardez et comment cette histoire vous a parlé. Le ciel commençait juste à s'éclaircir quand Vanessa cligna enfin des yeux. Elle avait resté sur ce porche toute la nuit, froide et immobile. Son dos lui faisait mal, ses doigts étaient raides. Son cœur semblait avoir arrêté de battre des heures plus tôt. Finalement, une voisine, Madame Dawson, ouvrit sa porte de l'autre côté de la rue. La femme plus âgée la fixa, les yeux écarquillés, mais ne dit pas un mot. Elle rentra simplement et ferma ses stores. Vanessa rit sous cape. Un son sec et amer. À midi, un agent de sécurité arriva. On m'a dit que vous trespassiez, dit-il, pas méchamment. Vous devez partir. Elle n'argumenta pas. Elle demanda juste de l'aide pour descendre les marches. L'homme fit une pause, puis la guida doucement le long du chemin de pierre et sur le trottoir. C'est ainsi que cela commença. 3 jours plus tard, Vanessa était assise sur un lit dans un refuge pour femmes. Elle n'avait pas mangé plus qu'une barre granola. Son téléphone était à l'intérieur de la maison, parti maintenant. Son fauteuil roulant grinçait à chaque mouvement. Elle n'avait pas d'argent. Elle n'avait pas d'amis. Et pire que tout, elle n'avait pas de voix. Internet avait déjà choisi son camp. Le mogul tech en ascension Derek Miller demande le divorce de son ex-femme, citant un comportement toxique. Des sources disent que l'ancienne épouse l'a manipulé émotionnellement pendant des années. Un homme qui s'est fait tout seul. De la lutte au succès, le parcours de Derek Miller inspire des milliers. Vanessa fixa les titres sur un ordinateur portable emprunté au refuge. Son estomac se retournait. Elle cliqua sur un article et le voilà, une photo souriante de Derek avec Lena à côté de lui à un gala. La légende disait, Derek Miller photographié avec une associée proche et amie Lena James.
Lena, sa meilleure amie. Vanessa prit le téléphone prépayé que le refuge lui avait donné et composa le numéro de Lena pour la 5e fois ce jour-là. Répondeur. Elle essaya encore. Rien. Cette nuit-là, Vanessa s'assit seule près du distributeur automatique, son corps douloureux, son esprit en ébullition. Une voix douce interrompit ses pensées. Tu es assise comme si le monde venait de finir. Vanessa se tourna. Une grande femme dans la quarantaine avec un visage chaleureux mais tranchant se tenait là, tenant une petite tasse de café. Vanessa essaya de sourire. D'une certaine façon, oui. La femme s'assit à côté d'elle. Monique, dit-elle en tendant la main. Je suis ici depuis un moment. J'en ai marre de prétendre que ma vie n'a pas explosé. Maintenant, j'aide d'autres femmes à ramasser les morceaux. Vanessa serra sa main. Vanessa. Tu as l'air de quelqu'un qui a tout donné à la mauvaise personne. Vanessa rit faiblement. Tu lis dans les pensées. Je lis les visages. Elles restèrent assises en silence une minute. Puis, sans savoir pourquoi, Vanessa lui raconta tout sur Derek, sur la nuit où il l'avait jeté dehors. Sur les mensonges, la trahison, le spin médiatique. Monique écouta sans interrompre. Quand Vanessa finit, elle essuya ses yeux et dit « Je dois avoir l'air pathétique. » Non, dit Monique doucement. Tu as l'air d'une femme qui a été utilisée et jetée. Ce n'est pas pathétique. C'est douloureux. Mais la douleur ne te rend pas faible. Rester à terre le fait. Plus tard cette semaine-là, Vanessa était dans la bibliothèque du refuge, parcourant les registres publics de propriété, cherchant n'importe quel fil légal auquel elle pourrait encore être liée. C'est alors qu'elle trouva quelque chose. L'acte de propriété de la maison qu'elle et Derek avaient acheté 5 ans plus tôt, mais son nom avait été retiré des propriétaires des mois plus tôt. Pas récemment, des mois plus tôt. Sa mâchoire se serra. Elle continua à chercher. Puis elle vérifia les dépôts du conseil d'administration pour leur entreprise, Militech Solutions. Encore une fois, son nom avait été retiré, mais celui-ci avait une signature numérique qu'elle ne reconnaissait pas. Datée de 6 mois auparavant. Ses mains tremblèrent. Il avait forgé sa signature. Il avait planifié ça depuis longtemps. Cette nuit-là, Vanessa s'assit seule sur son lit, fixant le plafond. Sa vision se brouilla. Sa poitrine lui faisait mal. Pas de tristesse, mais d'autre chose. Un engourdissement profond et rampant dans ses bras. Ses mains tremblaient plus que d'habitude. Elle alla à la clinique gratuite au bout de la rue le lendemain matin. Après une longue série de questions et de tests, le médecin s'assit doucement à côté d'elle. Nous allons faire plus de scans, mais vous montrer des signes précoces de sclérose en plaques, dit-il. Ça pourrait expliquer l'engourdissement et la fatigue. Ce n'est pas lié à la blessure spinale. Vanessa ne parla pas. Elle hocha juste la tête. C'était comme si une autre porte s'était fermée. Elle revint au refuge en silence. Monique essaya de lui parler ce soir-là, mais Vanessa répondit à peine. Elle ne pouvait pas arrêter de penser au moment où Derek l'avait laissée dans le froid. Elle ne pouvait pas arrêter d'entendre les mots. « Tu crois vraiment que je vais t'emmener dans mon avenir à 200 millions de dollars ?» Pour un bref moment cette nuit-là, Vanessa fixa les pilules dans son tiroir. Elle pensa à les prendre toutes, mais quelque chose l'arrêta. Une voix dans sa tête. Pas celle de Derek, pas celle de Lena, la sienne. Tu n'as pas survécu à tout ça juste pour les laisser gagner. Elle ferma le tiroir et dormit. Pour la première fois en jours. Le lendemain matin, Monique trouva Vanessa dans la salle commune, sirotant du café instantané et fixant par la fenêtre poussiéreuse. « Tu n'es pas venue au petit déjeuner », dit Monique en s'asseyant à côté d'elle. Vanessa ne détourna pas le regard du verre. « Je n'avais pas faim. » Monique s'adossa. « Tu n'es pas la seule ici avec une montagne sur le dos, tu sais, mais certaines d'entre nous choisissent de l'escalader. » Vanessa se tourna vers elle. « Sais-tu ce que ça fait de donner tout à quelqu'un et qu'il te traite comme si tu n'étais rien ?» Monique sourit sans joie. « Ouais, je sais. » Vanessa soupira, puis demanda « Pourquoi es-tu encore ici? Pourquoi n'as-tu pas quitté le refuge ?» Monique baissa les yeux. « Parce que chaque fois que j'essaie de partir, une autre femme comme toi entre. Et je me souviens que j'ai encore un combat à finir. » Il y eut une pause. Puis Vanessa murmura. « Il a forgé mon nom.
m'a retiré de l'entreprise. De l'acte de la maison pendant que je lui cuisinais encore le dîner. Monique cligna des yeux. Tu as des preuves. Je les ai maintenant. Monique se redressa. Alors ce n'est pas fini. Au cours des jours suivants, Vanessa et Monique travaillèrent ensemble. Vanessa ne pouvait pas se permettre un avocat, mais Monique n'était pas juste une volontaire. Elle avait été parajuriste pour un cabinet d'avocats d'entreprise avant que sa vie ne s'effondre. Elle se rappelait encore comment lire les contrats et naviguer dans le système. Monique aida Vanessa à déposer une enquête discrète sur les documents forgés. Elle l'aida aussi à rédiger une demande de divulgation financière complète de Militech Solutions, l'entreprise que Vanessa avait aidé à construire depuis sa table de cuisine. C'était risqué, mais Vanessa n'avait plus rien à perdre. Un après-midi, Monique apporta son vieux ordinateur portable et dit « Regardons ce contrat de 200 millions de dollars ». Elles passèrent des heures à fouiller dans les documents publics, les communiqués de presse gouvernementaux et les rapports d'investisseurs. Au début, tout semblait propre jusqu'à ce que Monique tire le dépôt du contrat avec le Conseil d'approvisionnement de l'État. Le voilà. Partenaire contractuel de Miller Solutions, Derek Miller et Vanessa Miller. Les yeux de Vanessa s'écarquillèrent. Ils ont utilisé mon nom. Ouais. Dit Monique, tu étais listée comme cofondatrice. Ils ont utilisé ton histoire comme partie de l'angle diversité et inclusion. Ça a aidé à obtenir l'approbation fédérale. Vanessa fixa l'écran, mais j'étais déjà dehors à ce moment-là. Ils n'ont pas dit au conseil qu'ils avaient besoin de ton nom pour la crédibilité. Une femme noire, handicapée, avec un fonds en affaires. Ça a rendu la proposition infaillible. Ses mains tremblèrent. Donc, j'étais le visage qu'ils ont utilisé pour obtenir l'affaire et jeter au moment où elle a été signée. La respiration de Vanessa s'accrocha dans sa gorge. Ils l'avaient utilisée non seulement émotionnellement, non seulement financièrement, légalement, publiquement, stratégiquement. Ce n'était pas une rupture. C'était une arnaque complète. Cette nuit-là, Vanessa s'assit dehors le refuge sur un banc sous une lumière de rue clignotante. Son corps lui faisait encore mal. Le diagnostic planait encore comme un nuage d'orage, mais quelque chose dans sa poitrine avait changé. Ce n'était plus juste un chagrin d'amour. C'était la guerre. Derek ne l'avait pas juste trahi. Il avait commis une fraude. Il avait utilisé son identité. Il avait manipulé le système. Et maintenant, elle avait des preuves. Elle resterait silencieuse pour l'instant. Mais le silence ne signifiait pas la reddition. 3 semaines passèrent. Vanessa ne pleurait plus en se réveillant. Elle ne fixait plus le plafond ou son reflet, espérant trouver la femme qu'elle était autrefois. Elle avait arrêté de regarder en arrière. Maintenant, elle observait, calculait. Chaque soir après le dîner, Monique et Vanessa installaient une petite table pliante dans le coin arrière de la salle communautaire du refuge. Le personnel l'appelait le bureau de guerre. De vieux journaux, des impressions, des dépôts légaux et des tableurs remplissaient la table. « Nous n'allons pas juste après lui, » dit Monique un soir, tapotant son stylo. « Nous tirons le tapis de sous ses pieds. » Vanessa hocha la tête calmement. Pas d'avertissement, juste du silence, puis l'effondrement. Elle avait appris sa leçon. Derek aimait les grands gestes. Il aimait le drame, l'attention et le son de son propre nom dans des salles où les gens portaient des costumes. Elle, en revanche, construisait dans l'ombre. Monique l'aida à déposer des notices formelles auprès de la Commission des affaires de l'État et du Bureau des contrats fédéraux, contestant discrètement l'utilisation de son nom sur le contrat de 200 millions de dollars. En même temps, elles soumirent un rapport anonyme de lanceur d'alerte à un journaliste en qui Monique avait confiance, quelqu'un spécialisé dans la fraude tech et les affaires louches. En 2 semaines, de petites fissures commencèrent à apparaître. Un blog mineur publia un article intitulé « Qui est le partenaire silencieux derrière l'affaire de 200 millions de dollars de Militech ?» L'article fit à peine une ondulation, mais c'était assez. Vanessa n'essayait pas de devenir virale. Elle posait des étincelles. Pendant ce temps, Monique organisa une réunion avec quelqu'un qu'elle croyait pouvoir vraiment aider Vanessa à se relever. Thomas Harrov, un investisseur discret mais puissant connu pour soutenir des entreprises axées sur l'innovation avec une conscience. Vanessa hésita au début. « Je suis juste une femme dans un refuge. »
Pourquoi me parlerait-il? Monique sourit. Parce qu'il achetait des bougies dans ta boutique chaque Noël. Il parle encore de ton service client et il déteste les fraudeurs comme Derek. La réunion fut fixée dans un petit bureau privé. Vanessa s'habilla avec la seule tenue formelle qu'elle avait encore, un vieux chemisier bleu marine et une jupe que Monique l'aida à ourler. Elle utilisa les transports publics et arriva tôt, le cœur battant. Monsieur Harrov la salua avec un sourire chaleureux et une poignée de main ferme. Il était dans la fin de la cinquantaine, grand, et avait cette énergie rare qui faisait taire les gens quand il entrait dans une pièce. « J'ai toujours me demandé ce qui était arrivé à cette petite boutique sur Fifth, dit-il. Tu écrivais des notes de remerciement dans le sac. » Vanessa sourit timidement. « Je m'en souviens. J'aimais juste faire sentir les gens vus. » Il hocha la tête. « Tu l'as fait. C'est rare. Et j'ai entendu pas mal sur ce qui t'est arrivé. Je suis désolée pour ce que tu as traversé. » Merci, dit-elle calmement mais fermement. Mais je ne suis pas ici pour être plainte. Je suis ici pour construire à nouveau. Il se pencha en avant. Dis-moi. Et elle le fit. Elle parla de son rêve. Une start-up axée sur la tech adaptative pour les femmes handicapées, faite par des femmes qui avaient vécu la lutte. Vêtements, équipements, plateformes numériques, même espace communautaire. Monsieur Harrov écouta attentivement. Il posa des questions intelligentes. Il prit des notes. Quand elle finit, il s'adossa. « Je crois en toi, dit-il. » Vanessa cligna des yeux, stupéfaite. « Vraiment ? » ?»« Absolument. Et je pense que le monde a besoin de t'entendre, mais pas encore. Bougeons intelligemment, pas bruyamment. » Il accepta de soutenir l'entreprise discrètement au début sous sa marque d'innovation. Il travaillerait en coulisses. Lancement doux, investisseurs privés, pas de presse, pas de visage public. Pas encore. Pour les 2 mois suivants, Vanessa travailla avec une petite équipe distante assemblée par Harrov, ingénieurs, designers, avocates, toutes des femmes, toutes avec leurs propres histoires d'être négligées, sous-financées ou jetées. Elles appelèrent la start-up Riswell. Le logo, un simple phénix dans un fauteuil roulant. Monique géra les papiers légaux. Vanessa géra la stratégie. Lentement, elles développèrent une ligne portable de produits adaptatifs, vêtements et dispositifs conçus non seulement pour la fonction, mais pour la dignité. Elle ne posta pas sur les réseaux sociaux. Elle ne parla pas aux reporters. Elle travailla simplement et observa. En même temps, elle continua à jeter des allumettes discrètes près de l'empire de Derek. Elle envoya des emails anonymes à d'anciens employés poussés dehors sans indemnité. Elle transmit des contrats de fournisseurs suspects à un conseil de conformité réglementaire. Elle fuita des documents financiers à des chiens de garde tech, soulignant des rapports potentiellement erronés. Derek ne savait pas d'où venait la chaleur. Tout ce qu'il savait, c'est que les réunions étaient annulées. Des questions étaient posées. Les investisseurs devenaient nerveux. Puis vint la chute de Lena. Vanessa ne l'avait pas planifiée, mais le karma s'en occupa. Une source anonyme, pas Vanessa, fuita un enregistrement privé de Lena à un dîner d'affaires. Dedans, elle riait avec 2 autres membres du conseil et imitait la parole et la posture de Vanessa, faisant des blagues cruelles sur les personnes handicapées et se moquant des femmes faibles qui ne peuvent pas suivre. La vidéo frappa les réseaux sociaux comme un feu de forêt. En heures, Internet se tourna contre Lena. Les sponsors la lâchèrent. Son engagement de parole à un événement Femmes en Tech fut annulé en cours. Puis vint la bombe. Un audit financier exposa Lena pour avoir détourné plus de 400 000 $ d'une initiative à but non lucratif liée à Miller. Elle fut arrêtée 2 jours plus tard. Vanessa regarda les images calmement sur l'ordinateur portable de Monique. Elle ne jubila pas. Elle ne tapa pas dans les mains, mais elle sourit. Pour la première fois en mois. Derek Miller se tenait dans son bureau pentouse, fixant un tableur qui refusait d'avoir du sens. Les projections de revenus avaient chuté. 3 investisseurs s'étaient retirés dans les 2 dernières semaines. Un officier de conformité fédéral avait demandé des dépôts mis à jour de la division des contrats. Et plus tôt ce matin-là, un titre apparut sur son téléphone qui lui tordit l'estomac. Ancien membre du conseil soulève un drapeau rouge sur les revendications d'inclusion de Militech. Il n'avait même pas vu Vanessa depuis des mois. Elle avait disparu, silencieuse,
Brisé probablement. C'est ce qu'il supposait. Mais ça semblait ciblé, calculé, comme si quelqu'un tirait lentement chaque fil. Trevor frappa et entra. Sa confiance smug habituelle remplacée par de l'inquiétude. L'IRS vient d'envoyer une autre demande. Ils veulent voir les breakdowns des dépenses pour le premier au troisième trimestre, dit-il. Derek claqua son ordinateur portable. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Je ne sais pas, mec, mais depuis l'arrestation de Lena, le nom de l'entreprise est de la boue. Personne ne veut nous toucher. C'était une responsabilité de toute façon? Marmonna Derek. Tu ne penses pas qu'elle parle au Fed maintenant? Derek ne dit rien. Il était trop occupé à regarder tout s'effondrer. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Vanessa s'assit dans un bureau calme éclairé par une douce lumière du soleil, passant en revue les designs finaux pour le lancement d'août de Riswell. Ton idée de harnais de chaise portable est brillante, dit l'une des designers. Stylée et supportive. Personne ne l'a fait comme ça avant. Vanessa sourit faiblement. C'est parce que personne n'a demandé à des femmes comme nous ce dont nous avions vraiment besoin. Elle ferma l'ordinateur et vérifia son téléphone. Une notification clignota de son compte d'alerte anonyme. Militech signalé pour audit interne. Contrat fédéral suspendu en attendant enquête. Elle ne réagit pas, ne jubila pas. Elle se tourna simplement vers Monique et dit « C'est l'heure ». Cette même semaine, Vanessa reçut une invitation formelle, un gala de charité organisé par le Conseil d'innovation de l'État honorant les leaders en tech éthique. La liste des invités incluait des CEOs, des sénateurs et le gouverneur lui-même. Elle fut choquée de voir son nom sur le programme. Invitée d'honneur keynote, Vanessa Miller, fondatrice de Riswell. Monique haussa un sourcil quand Vanessa lui montra. « Tu penses qu'il sera là ?» demanda-t-elle. Vanessa ne répondit pas tout de suite. Puis elle dit « Espérons-le ». La nuit du gala fut électrique. Les caméras flashaient. Les reporters bordaient l'entrée. Des guirlandes de lumière féerique illuminaient le lieu extérieur tandis que des invités polis se mêlaient avec des verres de champagne. Derek arriva en smoking charcoal, mâchoire serrée, nerfs à vif. Son entreprise saignait et il avait besoin de sauver son nom, vite. Souris juste et serre des mains, murmura Trevor à côté de lui. Prends une photo avec le gouverneur et peut-être qu'ils oublieront l'audit. Mais alors que Derek marchait sur le tapis rouge et se dirigeait vers le centre de l'événement, son visage changea. Il se figea parce que là, debout en haut des marches dans une robe noire élégante, ses cheveux relevés, sa posture calme et posée, était Vanessa dans un nouveau fauteuil roulant. Un de sa propre entreprise, construit sur mesure, élégant, puissant. Elle ne se cachait plus. Elle rayonnait. Et assis à côté d'elle, le gouverneur, riant, souriant, se penchant tandis qu'elle parlait. Un photographe captura le moment. Flash, puis un autre flash. Puis l'annonceur parla par les haut-parleurs. Veuillez accueillir notre invitée d'honneur keynote, fondatrice de Riswell, et leader dans l'avenir de la tech accessible, Vanessa Miller. La mâchoire de Derek se serra. Les gens se tournèrent et applaudirent. Certains se levèrent même. Vanessa prit le micro avec des mains stables. Elle regarda la foule. Ses yeux effleurèrent Derek sans s'attarder. « Je pensais autrefois que la force signifiait se tenir droit », dit-elle dans le micro. « Mais maintenant je sais que la force est de construire quelque chose quand personne ne croit en toi. C'est survivre au feu et se relever quand même. » La salle devint silencieuse. Cette entreprise n'est pas née de l'ambition. Elle est née de l'abandon et de la douleur et du silence. Mais j'ai utilisé ce silence. Je l'ai fait parler. Des applaudissements éclatèrent. Certains invités acclamèrent. Derek resta dans l'ombre, incapable de bouger. Puis vint le coup final. Une équipe d'officiers fédéraux marcha sur le tapis rouge. Ils passèrent les invités, les serveurs, les photographes, et s'arrêtèrent à Derek Miller. « M. Miller, dit l'agent principal, nous avons un mandat pour votre arrestation. Accusation inclut fraude, faux, et détournement de fonds fédéraux. » Des halètements ondulèrent dans la foule. Les caméras se tournèrent. Flash. 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 Les yeux de Derek se posèrent sur Vanessa. Elle ne sourit pas. Elle ne parla pas.
Elle tourna simplement son fauteuil et roula à l'intérieur de la salle de gala, entourée d'applaudissements. 3 semaines après le gala, Derek Miller vivait dans un appartement délabré à la périphérie de la ville. Le mogul tech autrefois poli ressemblait maintenant à un homme qui avait vieilli de 10 ans en un mois. Ses costumes chers avaient été remplacés par de vieux hoodies. Son nom était devenu une punchline sur des panels d'actualité, des shows de comédie tardifs et des hashtags Twitter. Derek le trompeur, le faux fondateur, la femme qui l'a jeté. Chaque fois qu'il allumait la TV, c'était là. Chaque fois qu'il ouvrait sa boîte mail, un autre procès, ses comptes bancaires étaient gelés. Les Feds avaient saisi ses voitures. Le Pantouse était parti. Trevor avait disparu. Lena était encore en prison. Et les investisseurs partis depuis longtemps. Il n'avait rien, pire que rien. Il était devenu une blague. Il essaya d'appeler Vanessa, d'emailer, même de messager l'équipe presse de Riswell en se faisant passer pour un ami de famille concerné. Pas de réponse. Il n'était même pas bloqué. Il était juste ignoré. Ce silence frappait plus fort que des menottes. Puis un matin, Derek vit l'annonce sur une chaîne d'actualité locale. Grande ouverture du centre de bien-être Riswell, une installation de rééducation de pointe pour les femmes avec des handicaps physiques. Il s'assit droit, les yeux fixés sur l'écran. La voilà, Vanessa, portant un blazer blanc, ses cheveux en boucles douces, confiante, rayonnante, puissante, souriante, entourée de leaders communautaires, médecins et presse. La même femme qu'il avait jetée sur un trottoir en chemise de nuit. La même femme à qui il avait dit qu'elle était inutile et un fardeau. Maintenant, elle coupait le ruban du futur. Quelque chose en lui se brisa. Il se leva, attrapa sa veste et sortit en trombe. Il pleuvait quand il arriva au centre Riswell. Il ne s'embêta pas avec un rendez-vous. Il poussa devant le bureau d'accueil, sa voix tremblante. « J'ai besoin de la voir. S'il vous plaît, supplia-t-il. Juste 5 minutes, la sécurité commença à s'approcher. Puis, de derrière les murs de verre, Vanessa leva les yeux. Elle le vit. Elle ne tressaillit pas. Au lieu de cela, elle fit signe à son assistante et dit calmement « Laissez-le entrer ». Derek fut escorté dans une zone lounge privée, chaude, calme, remplie de soleil et de musique douce. Elle attendait déjà, assise avec une tasse de thé. Il n'y avait pas de rage dans ses yeux, pas de haine, juste de la clarté. Il tomba à genoux à côté de son fauteuil roulant, trempé par la pluie. « Vanessa, dit-il, sa voix se brisant. J'avais tort. Tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai fait. S'il te plaît, je ne le pensais pas. » Elle inclina la tête. « Si, tu le pensais. Chaque mot. Non, je ne le pensais pas. J'étais confus. Je me suis laissé emporter par l'argent, le pouvoir. Tu le pensais, dit-elle encore, plus fermement cette fois. Parce que je me souviens de chaque seconde, chaque mot que tu as dit quand tu m'as roulé dans le froid. » Il étouffa un sanglot. « J'ai tout perdu. » Elle le fixa. « Non, dit-elle calmement. Tu as tout jeté. » Il tendit la main vers la sienne, mais elle la déplaça sur ses genoux. « Je n'ai plus rien, murmura-t-il. S'il te plaît, aide-moi juste à réparer ça. » Vanessa le regarda longuement, puis elle hocha la tête. « D'accord, dit-elle. » Elle roula vers un petit bureau dans le coin et ouvrit un dossier. Derek parut plein d'espoir jusqu'à ce qu'elle se tourne vers lui et place 3 choses devant lui sur la table. 1. Un enregistrement audio, sa voix pleine de venin, l'appelant une et un fardeau. 2. Un formulaire de signature forgé, le document qu'il avait utilisé pour la retirer de l'entreprise. 3. Une clé USB avec des images de lui admettant dans un appel vidéo que son nom avait aidé à sceller le contrat de 200 millions de dollars. Ses yeux s'écarquillèrent. Qu'est-ce que c'est? Elle sirota son thé. Des preuves, il se leva. Tu m'as piégé. Non, dit-elle calmement. Tu t'es piégé toi-même. J'ai juste gardé les reçus. Derek commença à faire les 100 pas. Tu ne peux pas envoyer ça. Vanessa, s'il te plaît. Si ça sort, ça ne sortira pas, interrompit-elle. Il s'arrêta. Ça l'a déjà fait. La porte s'ouvrit. La sécurité entra. Et juste derrière eux, 2 agents fédéraux. M. Miller, dit l'un d'eux,
Vous êtes en état d'arrestation pour fraude, vol d'identité et détournement. Non, non, non. Attends, Vanessa, s'il te plaît, cria-t-il tandis que les agents le menottaient. Mais elle ne bougea pas. Ne parla pas. Tandis qu'il était traîné dehors en pleurant et en suppliant, le flash des caméras des paparazzi remplit les marches avant. Les reporters criaient des questions et Vanessa, elle tourna simplement son fauteuil vers l'événement de lancement, gracieuse, calme et imperturbable. À l'intérieur du centre Riswell, les invités étaient encore rassemblés dans la salle principale, leaders communautaires, journalistes, patients et supporters, tous attendant le discours keynote de Vanessa. Elle ajusta le micro au podium tandis que l'audience s'installait. La salle tomba dans un silence respectueux. Dehors, les reporters criaient encore tandis que Derek était placé à l'arrière d'un véhicule fédéral. À l'intérieur, Vanessa Miller commença à parler. « Merci d'être ici aujourd'hui », dit-elle, sa voix stable, forte. Ce centre a été construit pour les femmes à qui on a dit qu'elles n'étaient pas assez. Trop brisées, trop lentes, trop gênantes. Elle fit une pause, laissant ses yeux se déplacer sur la foule. On m'a dit une fois que j'étais inutile, que j'étais un fardeau, qu'aucun homme ne me prendrait dans son avenir. Quelques têtes se tournèrent. Certains invités savaient déjà ce qui venait de se passer dehors. Mais j'ai appris quelque chose, continua-t-elle. La douleur ne te rend pas faible. Être jeté ne te rend pas sans valeur. Ça te force simplement à trouver la force dans le silence. Des applaudissements doux suivirent. Ce centre n'est pas juste une installation de rééducation. C'est un lieu de retour pour les femmes de revenir à elles-mêmes, à leur but, à leur voix. Elle prit une respiration, puis sourit. Et je veux partager une chose de plus. Elle jeta un œil sur le côté de la scène où son médecin se tenait, hochant la tête en soutien. J'ai été acceptée dans un programme de traitement expérimental, dit Vanessa, ses yeux brillants. Il y a une vraie chance que je marche à nouveau un jour. La salle explosa en applaudissements. Monique, debout au fond, essuya une larme de sa joue. Vanessa attendit que les applaudissements se calment. Puis elle se pencha légèrement en avant, concluant avec une intensité calme. Parfois, les gens qui te jettent un jour s'agenouilleront là où ils se tenaient autrefois. Laisse-les. Cette nuit-là, Vanessa marcha à travers les halls calmes du centre qu'elle avait construit, les roues glissant doucement sur les sols polis. Le bruit avait disparu. La presse était rentrée. Les lumières étaient tamisées. Elle roula vers le lobby principal et regarda à travers les portes vitrées. Au-delà, la ville bougeait encore. Mais ici, c'était calme, sûr, à elle. Elle n'était pas brisée. Elle ne suppliait pas. Elle devenait. Et cette fois, elle construisait un avenir que personne ne pouvait lui prendre.